Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce 21e Web Café. Nous allons démarrer, il est 13h31. Les autres nous rejoindront, j'espère, en tout cas. Donc, pour pas pénaliser, on va dire, ceux qui sont arrivés à l'heure, on va tout de suite démarrer. Et donc, nous allons parler, bien sûr, du projet de loi de finances pour 2023, ainsi que les perspectives de 2023 et la fin de l'évolution de cette année 2022, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette année. On a entamé le quatrième trimestre. Et après l'apparition du Covid, des confinements, de la pandémie, de la guerre en Ukraine, il est toujours intéressant en fin d'année de faire un point sur ce qui va se produire ou ce qui pourrait se produire en tout cas pour la fin de l'année et surtout l'année 2023. Alors dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, effectivement, il a été tablé, heu, une croissance de l'économie française qui resterait dynamique, en tout cas en 2022, à 2,7 et qui résisterait en 2023 donc à 1. Donc on voit bien le consensus au niveau des différents tableaux, heu, qu'on arriverait finalement sur 1 ou 1,24 heu heu, au niveau des différents, organismes. On voit qu'il y a effectivement l'OFCE, le FMI qui table sur 1 tel que le gouvernement l'a prévu dans le projet de loi de finances, et on voit que la Banque de France, a plutôt un scénario central de 0,5. Donc dans tous les cas de figure, on sera inférieur à ce qui est prévu pour, l'année 2022. Donc on sera clairement dans une récession. On en parlera davantage, dans la deuxième partie de la Banque de France, puisque, la Banque de France, a un scénario un peu avec des fourchettes entre 0,8 et 0,5, enfin 0,8 et moins 0,5 de croissance. Donc elle pourrait presque imaginer de tabler sur une récession en 2023. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. On va commencer par la présentation de la loi du projet de loi de finances pour 2023, avec pour mesure le plus emblématique, on va dire, parce qu'il n'y a pas énormément de sujets encore à ce jour, bien que la partie budgétaire devrait être votée aujourd'hui. Donc la suppression pure et simple de la CVAE à l'horizon de 2024. Donc ça se ferait dans une trajectoire en deux temps, puisque vous auriez une réduction de la moitié de la CVAE en 2023 et la dernière moitié qui serait supprimée en 2024. Alors on avait déjà, une réduction de moitié en 2021, et le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans, et donc avec un aménagement bien entendu, du plafonnement de la CET, qui est pour l'instant fixé à 2 de la valeur ajoutée et qui serait abaissé au titre de 2023 à 1,625, et à partir de 2024, à un taux de 1,25. Donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails techniques avec les dates d'envoi de l'alias fiscal, le 18 mai 2024, etc. Mais disons que l'information à retenir, c'est qu'on serait sur une suppression pure et simple de la CVAE à l'horizon de 2024. Euh, voilà. Donc ce serait une bonne nouvelle, ça serait déjà une bonne nouvelle pour les entreprises, puisque l'avenir qui se produit va pas être si enfin, l'avenir projeté n'est pas si radieux que ça, on va le voir encore après. Au niveau des autres mesures, donc qui sont moins importantes, on va dire, c'est, l'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Alors, on aurait, bon, des taux de TVA qui seraient au taux de 5,5 pour certaines prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. L Au niveau des véhicules électriques, ce qu'il faudrait peut-être, noter le plus, en tout cas moi, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout, la réduction d'impôts destinée aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, qui en contrepartie, serait l'octroi d'un prêt à taux zéro qui s'appellerait le PTZ Mobilité, et qui serait destiné en faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent sous certaines conditions un véhicule léger à faible émission. Et donc là, on parle de rétrofiter en fait son véhicule. Alors si c'est un terme qui vous ne dit rien, c'est en fait une pratique qui consiste à remplacer le moteur thermique à essence ou diesel par un moteur électrique à batterie ou à hydrogène.
Alors cette pratique est légale depuis le 4 octobre 2020 et il devrait bientôt être possible de bénéficier à partir d'un prêt à taux zéro si, une entreprise ou un particulier souhaite rétrofiter, sa voiture. Et donc, voilà, ça pourrait être un prêt à taux zéro qui pourrait atteindre 8 000 € pour une petite entreprise citadine et entre 15 000 et 20 000 € pour de plus gros modèles, même si des aides de l'État existent. Donc on pense qu'octroyer un crédit à taux zéro sur ce type d'opération pourrait pousser ceux qui hésitent à rétrofiter leur voiture à se lancer. Alors l'an dernier, les députés ont déjà décidé de l'instauration, pour rappel, d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un véhicule électrique à titre expérimental pour une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 2023. Voilà donc pour les mesures d'adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. Bien entendu, en janvier 2023, nous allons faire comme d'habitude notre présentation de la loi de finances euh, du volet fiscal. Et donc, on en reparlera encore en janvier quand toutes ces mesures seront votées sans amendement et sans modification, donc lorsqu'elles seront définitives. Ensuite, au niveau pour finir avec cette présentation du projet de loi de finances pour 2023, on aurait bien sûr un toilettage avec la suppression des dépenses fiscales inefficientes, dont le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs, qui a retenu mon attention aussi, puisque finalement c'était un crédit d'impôt qui s'appliquait sur une période triennale pour les restaurateurs qui engageaient des dépenses éligibles à ce dispositif et qui pouvaient bénéficier d'un crédit qui pouvait aller jusqu'à 50% et donc 15 000 € de réduction sur une période de 3 ans par rapport aux dépenses qui étaient éligibles sous un plafond de 30 000 €. Donc 30 000 € fois 50%, ça vous donnait un maximum de crédit d'impôt de 15 000 €. Celui-ci disparaîtrait à la fin de cette année. Voilà pour le moment ce qu'on peut dire sur ce projet de loi de finances qui est en cours de discussion et qui devrait être voté. Alors a priori, peut-être avec un vote, enfin avec une promulgation sans loi, enfin sans vote de ce budget, à coup de 49.3 a priori, ça serait, on verra ce qui va se passer, ça devrait se passer aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne, maintenant la deuxième partie, c'est celle qui me paraît un peu plus, intéressante aujourd'hui, c'est de parler un tout petit peu de la conjoncture et des prévisions économiques 2022-2023. Alors on va pour cela se baser sur les projections macroéconomiques de la Banque de France qui ont été présentées le 15 septembre dernier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y être. Et donc la Banque de France nous dit plusieurs choses. On va voir donc le point sur la conjoncture, sur l'inflation et sur le taux de chômage auquel s'attendre en 2023. Alors, la Banque de France distingue trois phases, c'est-à-dire une résilience meilleure que prévu au cours de la plus grande partie de 2022, un net ralentissement à partir de l'hiver prochain, donc voilà, et surtout, dont l'ampleur serait entourée d'incertitudes très larges. Elle va y revenir, c'est notamment les effets des prix, de l'énergie et de la guerre, en Ukraine, et une reprise de l'expansion économique en 2024. Et donc, en dépit des difficultés persistantes côté offre, la croissance du PIB serait meilleure que prévu précédemment. Donc, on tablerait sur 2,6%, porté par la résilience de la demande et le rebond du secteur des services. Et avec l'analyse de Xerfi qui va apparaître après, on verra plus en détail les ressorts des croissances et des ralentissements sur les différents secteurs. Alors, le choc supplémentaire sur les prix internationaux du gaz naturel survenu au cours de l'été, combiné à l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Europe, freinerait l'activité à partir du dernier trimestre. Alors, pour 2023, la Banque de France nous dit que sa projection est entourée d'incertitudes très larges liées à l'évolution de la guerre russe en Ukraine et que les aléas portent à la fois sur les quantités et les approvisionnements en gaz, quantité et les prix d'approvisionnement en gaz, ainsi que sur l'ampleur et la durée des mesures gouvernementales de protection des ménages et des entreprises. C'est pourquoi la Banque de France a choisi de retenir des fourchettes de prévision et donc, pour la variation annuelle du PIB, elle s'établirait entre 0,8 et moins 0,5 avec des taux d'inflation compris respectivement entre 4,2 et 6,9. Alors ces fourchettes ont été définies autour d'un scénario de référence où, selon la convention habituelle, les prix de l'énergie évolueraient selon les prix du marché à terme et où l'arrêt des livraisons de gaz russe serait en
partie compensée par les possibilités de substitution et les économies d'énergie. Et dans ce scénario de référence, les tarifs d'électricité évolueraient comme en 2022 et les tarifs de gaz seraient ajustés graduellement afin de rejoindre mi-2024 les niveaux justifiés par les prix de ce marché. Bon, tout ça pour dire quoi? Que cela aboutirait, selon eux, en 2023 à une hausse du PIB de 0,5% avec un taux d'inflation de 4,7% en 2023 et avec un pouvoir d'achat par habitant qui serait préservé. Alors ça, c'est dans le cadre d'un scénario de référence positif, mais le haut de la fourchette de croissance serait atteint dans le cas où l'ajustement des tarifs de gaz serait plus limité sous l'effet d'une levée plus progressive du bouclier tarifaire qui est à l'heure actuelle mise en place par le gouvernement et au prix d'un endettement public encore accru. Par contre, le bas de la fourchette, donc là on parle des moins 0,5%, qui n'exclurait pas donc une récession restant cependant limitée et temporaire, d'après la Banque de France, correspondrait donc à un scénario où l'arrêt des livraisons de gaz s'accompagnerait d'une hausse supplémentaire des cours du gaz naturel et d'une limitation de la fourniture du gaz et de l'électricité. Voilà donc pourquoi cette année, la Banque de France, au vu de l'incertitude, établit ses prévisions sous une fourchette de 0,8 à moins 0,5. Alors en termes de projection, donc on était à 6,8, 2,6 et là on serait à 0,8 ou moins 0,5 avec 1,8 de prévu comme reprise de l'expansion en 2024. Et dans ce cadre-là, pour 2024, ça serait bien sûr dans un contexte de détente graduelle des tensions sur le marché de l'énergie, l'économie française renouerait avec une croissance plus soutenue et donc elle tablerait sur une augmentation du PIB en 2024 de 1,8%. Voilà. Alors bon, j'ai aussi mis les points clés de la projection de France, mais ça c'était quand j'avais présenté ça l'année précédente, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir voir ce qui a été prévu l'année dernière. Donc tout ce qui est coloré en bleu, en fond bleu, ce sont des prévisions, donc ça c'était l'année dernière. Ils avaient tablé 6,3% en 2021, finalement on est arrivé à 6,8%. Et ils avaient prévu 3,7 en 2022, puis ils ont revu à la baisse leur prévision à 2,6 suite la au début de la guerre de la guerre en Ukraine qui s'est passée en février-mars dernier. Voilà donc on était sur 1,9 en 2023. Là, ça va bien sûr se dégrader encore avec les justifications qui ont été données par la Banque de France. Alors ensuite, au niveau de l'inflation, celle-ci a connu son pic, au début de 2020, enfin, connaîtrait son pic début 2023, dans un contexte de tension persistante sur les prix de l'énergie, avant de revenir vers 2 d'ici fin 2024. Donc on voit qu'ici, on retomberait vers 2 et qu'en août 2022, on atteint 6,6 et donc on devrait, redescendre progressivement, mais l'année 2023, on aurait encore une forte inflation qui serait, qui serait prévue. Cela est dû notamment à une transmission des prix de l'énergie aux autres composantes de l'indice de la consommation, des prix de la consommation, assez rapide dans le cas des prix des biens manufacturés, de l'alimentation et des services de transport, et plus progressive dans le cas des prix des autres services. En juillet, l'inflation des services a ainsi été élevée à 4,3% en glissement annuel, alimentée par le début de la saison touristique estivale. L'inflation des biens alimentaires et manufacturés est quant à elle encore tirée par la hausse les prix enregistrés des prix de la production au cours du premier semestre 2022, qui se diffusent avec retard sur les prix de la consommation. Et donc on voit effectivement que, au niveau de l'inflation, elle se décompose par, des contributions qui sont liées aux services. Alors c'est la partie bleu foncé. La contribution des produits manufacturés qui est ici, la contribution, de l'alimentation qui est là et la contribution de l'énergie qui est ici. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, vous pouvez voir à travers ce graphique la part de contribution dans chacun des secteurs, par rapport, à l'inflation. Alors en 2022, l'inflation totale évoluerait, selon la Banque de France, à 5,8% en moyenne annuelle. La récente envolée des prix du gaz sur les marchés internationaux constitue un nouveau choc inflationniste pour l'économie française qui devrait perdurer encore pendant les prochains trimestres.
Alors certes, l'effet de ce choc ne se répercuterait pas pour l'instant directement sur les prix de détail en raison des boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité, ainsi que sur la prolongation et le renforcement de la remise du carburant jusqu'à la fin de l'année. Mais le choc sur le prix du gaz se répercuterait indirectement sur l'inflation de l'alimentation et des produits manufacturés par la hausse des coûts de production des entreprises. Et en plus, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la période ouverte des négociations en cours entre les producteurs et les distributeurs dans l'industrie agroalimentaire, conduisant d'ores et déjà à des hausses substantielles qui devraient être reportées en partie au moins sur les consommateurs. Et enfin, l'inflation dans les services serait soutenue par la dynamique des salaires, sous l'impulsion de l'indexation du SMIC et des hausses de salaires négociées au niveau des branches d'activité, donc qui vont aussi contribuer à l'augmentation de cette inflation. Et dans le scénario de référence de la Banque de France pour 2023, l'influence, l'inflation pardon, d'ensemble se situerait plutôt alors à 4,7 en moyenne sur l'année, d'après ce qui est prévu. En effet, du fait d'une de diminution progressive du bouclier tarifaire, l'inflation de la composante énergétique repartirait à la hausse. La hausse des prix des biens alimentaires et des produits manufacturés se normaliserait que progressivement et demeurerait néanmoins élevée en 2023, traduisant ainsi une persistance liée à la diffusion des hausses des coûts, et avec en particulier des prix des gaz et d'électricité élevés, anticipés par les marchés à terme. Bon voilà le contexte. Et alors en 2024, la Banque de France, dans un contexte d'accalmie sur les prix des matières premières énergétiques et alimentaires et d'ancrage des participations d'inflation à long terme, l'inflation totale se replierait en fait à 2,7 en moyenne annuelle, compte tenu d'une inflation sous-jacente qui reviendrait à 2,5. Donc pour résumer, la Banque de France table sur 5,8 d'inflation en 2022, 4,7 en 2023 et 2,7 en 2024. C'est ce qui est dit ici en fait. L'inflation évoluerait à 5,8 en moyenne et 4,7 sur 2023 avec les différentes raisons qui sont évoquées et retomberait à 2,7 en moyenne annuelle à partir de 2024. Enfin, sur le dernier point, le ralentissement temporaire de l'activité aurait des répercussions décalées dans le temps et modérées sur l'emploi après sa forte résilience en 2022. Donc là, on devrait atterrir en principe, on est tombé au plus bas à 7,4 et le taux de chômage remonterait un petit peu pour se stabiliser autour d'un voisinage de 8 en 2024, un niveau qui est toujours légèrement en deçà de son niveau de la pré-crise de 2019. Donc voilà les nouvelles pour 2023. Alors, on passe maintenant à l'étude de Xerfi Prévisis d'octobre 2022. Si elle vous intéresse, je pourrais toujours vous la faire suivre par mail. Si vous voulez la regarder en détail, c'est toujours très intéressant. Alors, je vais vous résumer les différents points qui sont évoqués, qui sont toujours très intéressants dans les différents secteurs et qui vont vous permettre de bien affiner les choses. Alors, je sais qu'il est en général plus facile de voir des graphiques, mais là, on explique un peu les causes. Donc, déjà, on a un retournement de l'économie qui est clairement annoncé, hein. On le voit déjà tablé dans les différents consensus qu'on a vus tout au début. Et pourtant, ce qui est encore un peu surprenant, c'est que les entreprises semblent encore assez peu lucides sur la situation, avec la dernière enquête qui a été faite où les 3/4 des entreprises déclarent s'attendre à une année de stabilité ou d'expansion en 2023. Jusqu'ici, leurs intentions en matière d'embauche ou d'investissement se sont à peine réduites. Et donc, en fait, si pour le moment la dégradation du climat des affaires demeure limitée, c'est d'abord que le report partiel de la hausse des coûts sur le prix des ventes, l'indexation retardée des salaires et l'accès facile au crédit de trésorerie ont décalé jusqu'ici un certain stress financier. Ce ne sera plus le cas en 2023. Ensuite, si les secteurs plus directement exposés à la consommation des ménages ressentent aujourd'hui l'inflexion de l'activité, ce n'est pas encore le cas des services B2B qui demeurent sur leur lancée de 2021 et sont encore préservés des coupes que va engendrer l'aggravation de la récession. Après, si on ajoute à cela le durcissement des conditions de financement et tout sera en place pour que la crise déjà bien intangible dans le B2C et dans l'immobilier se diffuse graduellement sur les biens d'équipement et aux services aux entreprises. Alors la consommation des biens chute en premier. Cela fait maintenant 9 mois que la consommation des ménages en biens est passée sous son niveau d'avant pandémie. Une lente descente qui se consolide au fil du temps et qui concerne tous les postes. Alors l'énergie, l'alimentaire,
l'équipement du logement, l'automobile et l'habillement. Ce repli fait écho à l'effondrement de la confiance des ménages qui touche désormais son plus bas niveau depuis 50 ans. Et le pessimisme est aujourd'hui alimenté par la dégradation de la situation financière des ménages inhérente à l'inflation et aggravée par les perspectives d'une récession économique. Donc ces craintes se traduisent comme d'habitude par une forte progression des intentions d'épargne et par la chute concomitante des projets d'achat importants. Ce sont des très mauvais signaux pour le commerce, d'autant qu'à cette volonté de réduire les achats, tout azimut, s'ajoute la quête permanente des petits prix, de quoi mettre les marges des commerçants sous pression. Ensuite, au niveau des services, c'est la fin du rush parce que jusqu'à l'été, la baisse de la consommation des biens a pu être compensée par la récupération des dépenses de services, des services. Mais ce mouvement prend aujourd'hui fin. Restauration, hébergement, services à la personne ont maintenant retrouvé leur niveau d'avant Covid après une longue phase de rationnement liée à la succession des confinements. Ces différents postes ont même bénéficié de comportements de rush compensatoires après plusieurs trimestres de frustration qui ont notamment dopé le secteur du tourisme. Il est donc probable que le soufflet de ces dépenses récréatives retombe en phase de dégradation avec la dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Alors quant aux services immobiliers, ils devraient marquer le pas avec le durcissement des conditions de financement. Seules les dépenses de transport de personnes qui n'ont pas achevé leur récupération et celles liées à l'information et à la communication, donc tout ce qui est plateforme de streaming, abonnement internet ou forfait mobile, devraient résister en 2023. On le verra tout à l'heure. La construction neuve craque. Donc là, je vous fais un topo rapide. Brusque remontée des taux d'intérêt, évolution trop lente du taux d'usure, plus grande sélectivité des banques, incertitude économique, flambée des coûts de la construction, pouvoir d'achat malmené. L'environnement n'est pas favorable à la construction neuve, on peut le comprendre. Donc là, on dévise de 42% dans les ventes en bloc réalisées par les gros investisseurs privés comme les banques, les assureurs ou les bailleurs sociaux. On baisse de 26% au deuxième trimestre pour les ventes aux investisseurs particuliers. Donc il faut s'attendre à un sérieux recul de l'activité dans le neuf en 2023. L'entretien rénovation mal engagé, donc là aussi, le marché de l'entretien rénovation ne sauvera pas le bâtiment de la récession en 2023. Le coût du crédit augmente et les ventes de logements anciens, traditionnels moteurs du marché de la rénovation, vont nettement diminuer en 2023. Les aides ne joueront suffisamment pas leur rôle, comme MaPrimeRénov', dont on avait fait aussi un webcafé à l'époque. Et face aux passoires thermiques bientôt interdites à la location, vous avez de nombreux propriétaires qui préfèrent renoncer aux travaux en raison de leurs coûts. Sans s'effondrer, le marché de l'entretien-rénovation perdra de la vigueur en 2023 et ne permettra pas de rattraper les difficultés du neuf. Ensuite, au niveau de l'investissement, donc au niveau des entreprises, elles jouissaient en fait d'un haut niveau de profitabilité et de cash qui a peu souffert de la hausse des coûts amorcée depuis fin 2021. Cette résistance financière crée le sentiment que les entreprises disposent encore de réserves pour amortir l'impact sur l'investissement et l'emploi, du retournement et de la conjoncture qui s'amorce. Mais cette aisance financière ne doit pas nous leurrer. Alors il y a trois choses à retenir, c'est que les résultats d'exploitation bénéficient jusqu'ici du retard d'ajustement des rémunérations sur l'accélération des prix. Ce n'est qu'en fin d'année que les entreprises absorberont le plein effet de l'indexation des salaires sur l'inflation, sur fond de ralentissement de la demande, permettant alors les profits en netto. L'augmentation des charges financières liées à la remontée de taux va également rogner la profitabilité des entreprises. Et l'abondance de cash est le fruit d'un accès au crédit dans des conditions de taux et de sélectivité jusqu'ici favorables. Et le changement de cap monétaire va changer la donne. Le renouvellement des crédits s'opérera de façon plus sélective sur une base de taux plus élevée. Et ainsi, les TPE et les PME et les secteurs de sous-traitance seront les plus exposés, exacerbant les risques de sinistralité. Donc voilà pour la demande. Ensuite, pour la demande extérieure, ça va être la demande étrangère va nettement fléchir, puisqu'aux États-Unis, vous avez la Fed qui a pris une position très claire, c'est de stopper l'inflation en cassant la croissance pour créer du chômage et faire pression sur les salaires. Et donc, l'onde de choc va être mondiale, puisque ça va pousser les autres banques centrales à emboîter le pas de la Fed, au risque de connaître une fuite des capitaux et un décrochage de leur devise face au dollar. En Europe, la crise énergétique crée une menace additionnelle de débrayage de certaines industries énergivores, notamment en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et quant au moteur chinois, il est grippé en raison de la politique zéro Covid du gouvernement, de la sécheresse, d'autres facteurs qui pèsent de façon structurelle, la productivité au ralenti
et le secteur de l'immobilier qui est en crise là-bas. Des secteurs ont déjà touché le fond et vont rebondir, donc il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire dans l'industrie, la fabrication de matériel de transport constituera par exemple un îlot de croissance en 2023. Alors ce ne sera pas à cause d'une demande mieux orientée, mais grâce au redressement de l'offre. Cette année, l'activité de l'industrie automobile est restée à 25 en dessous de son niveau de 2019, essentiellement en raison de la pénurie des fameux semi-conducteurs. Et en conséquence, les carnets de commandes dans l'industrie automobile sont pleins pour de nombreux mois et la baisse de la demande en 2023 sera largement amortie par la nécessité de réduire les délais de livraison. Avec la nette amélioration prévue de l'approvisionnement en semi-conducteurs et la montée en puissance des lignes de nouveaux véhicules en France, la production automobile sera en finale en forte croissance l'année prochaine. Alors, il n'y a pas que l'industrie automobile, vous avez aussi l'industrie aéronautique qui va repartir et avec des sous-traitants qui se réorganisent puisqu'ils connaîtront une croissance importante en 2023 dans ce secteur-là. Toujours dans le même thème, vous avez une ascension des secteurs de transformation climatique et digitale, puisque la particularité de cette crise actuelle est qu'elle se déploie sur un fond d'une transformation profonde des structures productives. Alors, c'est notamment quoi? La digitalisation et le défi climatique avec l'esprit de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, qui crée également un îlot de prospérité pour les entreprises qui opèrent dans l'énergie, le retraitement des déchets et tous les services B2B qui s'y raccordent. Alors, vous avez encore des secteurs en France qui sont contracycliques et qui résistent, dont notamment la filière de la défense, hein, dans toutes ses dimensions, alors matériel d'armement, cyberdéfense, qui bénéficie des besoins directs que suscitent les soutiens à l'Ukraine, de la prise de conscience des enjeux sécuritaires en Europe et du durcissement des tensions entre blocs. Vous avez aussi l'industrie du luxe qui est insensible à la variation de prix. Donc, même si vous avez des pertes de volume en Chine ou en Russie, ils sont compensés grâce aux hausses tarifaires. Et c'est aussi le cas de la santé et de l'hébergement social qui court après l'explosion des besoins et l'insuffisance des capacités. Et enfin, l'industrie médicale et de la pharmacie demeure portée par le contexte sanitaire incertain et par les innovations dont la crise a accéléré le développement au niveau d'autres pathologies. Alors, on va terminer puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce webcafé, il est bientôt 14 h. Donc, on arrive à une croissance qui va être inférieure à 0,5% et pour tout dire, à 0,3%, donc à peine au-dessus du zéro. Donc, la rentrée s'accompagne toutefois d'un brutal retour à la réalité, notamment celle d'une inflation proche de 6%. Le gouvernement a bien mis en place des garde-fous pour contenir la progression de l'indice général des prix, mais l'économie française, comme celle des autres pays européens, n'en aura pas terminé avec le cycle inflationniste avant la fin de l'année, d'autant que la faiblesse de l'euro renchérit considérablement le prix d'une partie des importations. Donc effectivement, on a vu que l'euro est quasiment au niveau du dollar, et donc on a le coût des importations qui est plus important, et les entreprises, et au niveau des exportations, on ne sera pas aidé parce que même si l'euro s'est considérablement affaibli face au dollar, c'est le cas également pour la majorité des monnaies des grandes économies concurrentes. Donc l'avantage de charge et donc l'avantage de change, pardon, est donc très limité et surtout il tombe au moment même où la demande mondiale adressée à la France vacille. Et donc c'est cet environnement qui conduira les entreprises à inexorablement dégrader leur plan d'investissement et d'embauche au cours des prochains trimestres. Le PIB fait ainsi un quasi surplace à 0,3% seulement. Donc on est ici à 0,3 avec une estimation en ce qui concerne Xerfi de 2,5% et on se rappelle de la baisse de 7,9% due à la pandémie de 2020 qui a été rattrapée pas totalement en 2021. Enfin, au niveau de la conjoncture mondiale, on va tomber sous la barre des 2% de croissance mondiale, puisque les prévisions ont été progressivement revues à la baisse par Xerfi, par rapport au scénario retenu au début de cette année, notamment pour y intégrer les effets négatifs de la guerre en Ukraine. Ils tiennent également compte dans leur scénario central, du fort fléchissement de la croissance en Chine, qui est accentué par les restrictions sanitaires mises en place tout au long de cette année
et aurait récemment accéléré des politiques monétaires à travers le monde pour contrer l'inflation avec un impact défavorable sur la croissance. Donc on serait à 1,5 et 2,3 en 2022. On était, alors j'ai pas présenté les tableaux de l'année dernière que j'avais, mais les prévisions étaient assez proches, un tout petit peu pessimistes, mais assez proches de ce qui s'est réellement passé puisqu'on était à une prévision de 5,4 en France et on est arrivé à 6,8 en 2021. On devrait être à 2,5. Le consensus tourne autour de 2,5, 2,6. Le gouvernement, dans sa loi de finances, a parlé de 2,7. On arrive à 0,3, mais bon, on voit que, par exemple, nos voisins allemands sont à 2,6, 1,6 d'estimés en 2022, qui sont bien plus touchés que nous par, le prix de l'énergie et du gaz notamment, et devraient, être à moins 0,1 en, 2022. On n'oublie pas que le scénario, de la Banque de France peut nous emmener jusqu'à moins 0,5, donc nous verrons, mais ce qui est certain, c'est que nous serons dans une récession et avec encore une inflation assez importante et une petite augmentation, a priori à 8 enfin voilà, qui devrait arriver pour le taux de chômage à 8. Voilà un petit peu, les nouvelles pour, l'année 2023. On va rentrer dans une période de choc avec, à partir de cet hiver et donc il faudra, en tenir compte pour bien sûr tirer, tirer conséquence dans nos décisions en tout cas. Alors il est déjà 14h02, j'ai un tout petit peu débordé. Je ne sais pas si vous avez des questions, à poser. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez remplir si vous le souhaitez, et nous dire si vous avez des propositions de thèmes, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, pour le prochain mois. Vous avez toujours le questionnaire que je vous ai mis dans la conversation que vous pourriez remplir, s'il vous plaît. Ça vous prendra même pas 2 minutes, ça peut nous aider à améliorer les choses. Le prochain thème du web café du mois prochain, donc ça sera, toutes les rémunérations qui font l'objet d'exonérations de charges sociales ou d'impôts sur le revenu, parce qu'il y en a maintenant avec toutes les primes qui existent, la participation, pour le partage de la valeur, hem ou encore les primes d'essence, les primes carburant, les différentes, primes et cadeaux que l'employeur peut verser aux entreprises sans, être soumis à charge et cetera. On est en fin d'année quand même. Je pense que ça sera intéressant pour les entreprises qui veulent faire quelque chose, qui cherchent des idées, heu, enfin voilà, qui peuvent chercher des idées et qui peuvent trouver des choses intéressantes à donner aux salariés, et les récompenser pour, le mois de décembre malgré les perspectives un peu pessimistes qui se profilent à l'horizon. Voilà. Merci Annette pour ta remarque, pour les budgets, pour les prévisionnels. Effectivement, les budgets on en est là, c'est une période importante. Je pense que si ça vous intéresse, on pourra en refaire, chaque année, fin d'année, de parler un peu des prévisions. Quoi qu'il en soit, on va parler donc des rémunérations, non chargées et à partir du mois de novembre pour que vous puissiez éventuellement trouver des idées pour récompenser éventuellement vos salariés en décembre prochain. En janvier, on parlera du projet de loi de finances une fois qu'il sera entièrement voté et donc merci encore de votre attention. Je vous souhaite de passer, un bon après-midi. Je vois qu'il y a pas d'autres questions, donc je vous libère et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.